La décision est tombée, nette, après des mois de contrôle méthodique. Un contrat minier décrit comme standard révélait pourtant un déséquilibre majeur. La valeur retirée du sol ne correspondait pas à la valeur rendue au pays et les clauses laissaient trop de portes ouvertes. Qu'est-ce que cela change pour un citoyen quand Ibrahim Traoré affirme que le silence n'a plus sa place et que la souveraineté commence par l'audit des volumes, des exportations et des profits déclarés? Un précédent est posé et il redéfinit la notion même de partenariat. Ce récit ne porte pas seulement sur l'annulation d'un accord, mais sur ce qui est en jeu lorsque des chiffres longtemps acceptés cessent d'être considérés comme intouchables. L'enjeu central est simple, comprendre comment une décision technique peut devenir un acte politique structurant. Pour le public, l'intérêt est clair, distinguer entre un geste perçu comme risqué et une correction fondée sur des éléments vérifiables. Derrière les réactions diplomatiques et les titres internationaux se cache une question plus concrète qui supporte les coûts réels de l'extraction et qui capte la valeur finale. En examinant ce cas, on éclaire un mécanisme plus large, souvent invisible, où des contrats légalement valides produisent des résultats économiquement déséquilibrés. Ce qui suit promet donc autre chose qu'un débat idéologique. Il s'agit d'un examen pas à pas centré sur les faits, les audits et les arbitrages internes afin de mesurer pourquoi Ibrahim Traoré a estimé que maintenir l'accord aurait nui à l'intérêt national. Une lecture attentive évite ainsi les raccourcis et replace la décision dans son cadre réel. Un contrat évalué à près d'1 milliard de dollars a été stoppé après un audit interne révélant un écart persistant entre volumes extraits et profits déclarés. Cette divergence, confirmée par des sources indépendantes, a suffi à déclencher une réévaluation complète du cadre contractuel. Pour Ibrahim Traoré, la découverte n'a pas été immédiate mais progressive à mesure que des documents longtemps considérés comme routiniers étaient relus ligne par ligne. Les clauses paraissaient conformes au premier regard, pourtant leur application racontait une autre histoire. Les exportations signalées par des agences externes ne correspondaient pas aux chiffres communiqués localement et les bénéfices déclarés à l'étranger dépassaient largement ceux reconnus sur place. Ce décalage a servi de point d'entrée à une analyse plus large. Des auditeurs indépendants, sans lien politique ni économique direct, ont été sollicités pour vérifier les hypothèses. Leur conclusion a convergé pendant des années. La structure du contrat permettait une extraction supérieure à ce qui était officiellement rapporté, sans mécanisme de correction efficace. La légalité formelle masquait ainsi un déséquilibre matériel. Le contexte est essentiel pour comprendre pourquoi cette situation a perduré. Ces accords ont été conçus dans une période où la capacité de négociation était limitée et où la priorité était d'attirer des investissements rapides. La transparence était secondaire et les engagements de réinvestissement local restaient vagues, parfois symboliques. Les risques environnementaux et sociaux, eux, étaient largement supportés par le pays hôte. À ce stade, la question n'était plus seulement économique. Elle touchait à la crédibilité de l'État et à sa capacité à défendre ses ressources. En replaçant ces éléments dans une chronologie cohérente, Ibrahim Traoré a estimé que l'écart n'était pas accidentel, mais structurel. C'est cette mini-révélation, appuyée par des comparaisons concrètes, qui a fermé la porte à une simple renégociation discrète et ouvert la voie à une décision plus radicale. Pour donner chair à cette décision, il faut quitter les tableaux financiers et regarder ses premiers effets concrets. Dans plusieurs zones minières, l'annonce de la suspension du contrat a été accueillie avec une attention prudente plutôt qu'avec de l'euphorie. Les communautés locales y avaient déjà entendu des promesses par le passé, souvent suivies de peu de changements visibles. Cette fois, le signal était différent, car il venait d'un audit et non d'un discours. Un responsable local chargé du suivi environnemental a résumé l'état d'esprit en quelques phrases simples. Les routes promises n'avaient jamais été achevées, l'accès à l'eau restait précaire et les fonds de développement communautaire existaient surtout sur le papier. La rupture du contrat n'a pas résolu ces problèmes du jour au lendemain, mais elle a introduit un élément nouveau, la possibilité d'un contrôle réel sur ce qui est extrait et sur ce qui revient effectivement
effectivement au territoire. Sur le plan institutionnel, l'impact précoce s'est manifesté par une mobilisation administrative inhabituelle. Des ministères ont été sollicités pour dresser un état des lieux précis des sites, des volumes et des engagements passés. Cette coordination rapide a montré que la décision n'était pas isolée, mais intégrée dans une logique de révision plus large. Pour Ibrahim Traoré, il s'agissait moins d'un geste symbolique que d'un test de crédibilité interne. L'effet le plus immédiat reste toutefois psychologique. Dans un contexte où l'impuissance était souvent perçue comme une fatalité, la suspension a ouvert un espace de discussion, elle a transformé une frustration diffuse en question claire. Si les règles peuvent être relues et corrigées, alors le statu quo n'est plus inévitable. Avant que la décision ne soit annoncée, le processus avait déjà basculé. Les premières alertes provenaient de comparaisons techniques entre données internes et registres d'exportation externe. Ce travail discret mais continu a transformé un soupçon en dossier structuré. À ce stade, l'option dominante restait la correction silencieuse, une renégociation limitée destinée à éviter toute onde de choc. Puis le point de bascule est arrivé. Les audits indépendants ont confirmé que l'écart n'était pas marginal. Il s'inscrivait dans la durée, facilité par des clauses imprécises et des mécanismes de contrôle faibles. Le scénario avant reposait sur l'idée que la stabilité contractuelle primait sur la précision. Le scénario après s'est imposé quand il est devenu clair que cette stabilité bénéficiait surtout à une partie. La montée en tension a été progressive. Des avis contradictoires l'ont circulé au sein des cercles décisionnels. Certains responsables mettaient en avant le risque diplomatique. D'autres soulignaient l'effet dissuasif possible sur l'investissement. En parallèle, des analyses budgétaires ont évalué l'impact réel de la rupture, montrant que les bénéfices promis existaient davantage sur le papier que dans les flux financiers effectifs. Pour Ibrahim Traoré, cette séquence a clarifié un dilemme ancien, préserver une apparence de continuité ou corriger un déséquilibre documenté. Le moment de l'annonce n'a donc pas été improvisé, il a été précédé de réunions techniques, de simulations et d'une préparation administrative destinée à absorber le choc. La communication officielle a insisté sur la responsabilité plutôt que sur la confrontation. Pourtant, à l'extérieur, la décision a été lue comme un signal fort. Les réactions ont suivi presque immédiatement, révélant à quel point l'ancien cadre était considéré comme acquis. Les répercussions se sont ensuite propagées en cercles successifs. D'abord dans les chancelleries, où l'on a cherché à comprendre si le geste était isolé ou annonciateur d'une révision plus large. Ensuite parmi les acteurs économiques, contraints de réévaluer leurs hypothèses de continuité. Enfin au niveau régional, où d'autres États ont observé le précédent avec attention, y voyant une possible marge de manœuvre nouvelle. Cette chaîne d'événements met en évidence une dynamique clé. La décision n'a pas créé l'incertitude, elle a révélé celle qui existait déjà. Le avant reposait sur des attentes implicites et peu contrôlées. Le après impose des questions explicites, mesurables et donc négociables. Dans cette logique, la rupture devient un outil de clarification plutôt qu'un acte de rupture pure. En retraçant cette séquence, on comprend que la décision ne se réduit pas à un instant. Elle est le résultat d'un enchaînement où chaque étape a resserré l'espace des alternatives jusqu'à rendre la continuité intenable. Au point de départ, la CIDIR, la baseline semblait acceptable sur le papier, des volumes déclarés conformes aux clauses, des recettes fiscales présentées comme stables et des engagements sociaux listés comme respectés. Puis la comparaison a déplacé le regard en confrontant ces données aux autres registres d'exportation et aux déclarations faites hors du pays. Le delta est apparu clairement. Ce qui sortait dépassait ce qui était reconnu localement et l'écart persistait dans le temps. Ce simple glissement de méthode a suffi à changer la lecture du contrat. Premier indicateur, les volumes d'extraction. Les chiffres communiqués aux autorités nationales étaient systématiquement inférieurs à ceux observés via des mécanismes de suivi externes. Pris isolément, chaque différence pouvait sembler marginale. Mis bout à bout, il dessinait une tendance continue, difficile à attribuer à une erreur ponctuelle. Cette divergence indiquait un problème de traçabilité plutôt qu'un incident administratif. Deuxième indicateur, la distribution des profits. Les revenus déclarés à l'intérieur du pays ne correspondaient pas aux bénéfices annoncés dans d'autres juridictions. La conséquence est directe, la base taxable locale était réduite,
limitant l'impact réel sur le budget national. Autrement dit, la richesse créée par l'extraction existait, mais elle était comptabilisée ailleurs, hors du circuit de redistribution attendu. Troisième indicateur, les engagements de développement communautaire. Sur le papier, des fonds des termes prévus pour l'environnement, les infrastructures et les services sociaux. Dans les faits, les montants effectivement mobilisés restaient faibles et difficiles à vérifier. Les formulations contractuelles, souvent vagues, permettaient une interprétation large et donc un respect minimal des obligations. Ce décalage entre promesses et exécution complétait le tableau. Ces trois mesures, limitées mais cohérentes, ont été examinées par des auditeurs indépendants. Leur rôle n'était pas de juger l'intention, mais de vérifier la concordance des données. Les conclusions ont convergé, le contrat fonctionnait légalement, mais produisait un résultat structurellement déséquilibré. La baseline juridique ne suffisait plus à justifier le delta économique observé. C'est dans ce cadre que Ibrahim Traoré a replacé la discussion. La question n'était pas de savoir si le contrat respectait formellement la loi, mais s'il remplissait sa finalité déclarée. Lorsque les indicateurs clés montrent un transfert de valeur disproportionné, maintenir l'accord revient à accepter ce transfert comme normal. L'analyse chiffrée a donc servi de point d'appui à une décision politique en transformant une intuition de déséquilibre en constat mesurable. En ramenant le débat à ces éléments, la discussion a quitté le terrain émotionnel. Les chiffres n'expliquent pas tout, mais ils fixent une limite claire. Au-delà d'un certain écart, la continuité cesse d'être neutre et devient un choix assumé. Les critiques de la décision ont avancé deux arguments principaux qu'il convient d'examiner sérieusement avant d'y répondre. Le premier concerne la stabilité. Selon cette lecture, rompre un contrat d'une telle ampleur envoie un signal négatif aux investisseurs et fragilise un environnement déjà perçu comme risqué. La continuité contractuelle serait alors un bien en soi, indépendamment de ses imperfections, car elle garantirait la prévisibilité nécessaire au flux de capitaux. Le second argument porte sur la capacité institutionnelle. Certains estiment qu'un État disposant de moyens administratifs limités gagnerait davantage à améliorer progressivement les mécanismes de contrôle plutôt qu'à interrompre un accord existant. Dans cette optique, la renégociation discrète apparaît comme une option plus pragmatique, évitant l'exposition internationale et les tensions diplomatiques associées à une annulation. Ces arguments ne sont pas dénués de logique. La stabilité et la crédibilité institutionnelle constituent des actifs réels, en particulier pour des économies dépendantes des investissements extérieurs. Toutefois, l'analyse des faits observés nuance fortement ces positions. Les audits ont montré que la stabilité invoquée reposait sur des données incomplètes et que la prévisibilité bénéficiait surtout à ceux qui maîtrisaient l'asymétrie d'information. La continuité dans ce cas précis protégeait un déséquilibre plutôt qu'un cadre équitable. Quant à la capacité institutionnelle, les éléments disponibles suggèrent que le contrat existant entravait justement son renforcement. Les clauses imprécises limitaient la visibilité de l'État sur les volumes et les revenus, réduisant l'apprentissage administratif au lieu de l'encourager. Renégocier sans corriger ses fondements aurait maintenu les mêmes angles morts, simplement sous une forme ajustée. C'est à partir de cette lecture qu'Ibrahim Traoré a répondu aux critiques. La décision ne visait pas à rejeter l'investissement ni à ignorer les risques, mais à redéfinir les conditions dans lesquelles la stabilité a un sens. Une stabilité construite sur un écart mesurable n'est pas un socle durable. En ce sens, l'annulation n'apparaît plus comme une rupture idéologique, mais comme une réponse proportionnée à des arguments examinés et confrontés aux données. Dans le fil du raisonnement, il apparaît progressivement que cette décision ne marque pas une conclusion définitive, mais qu'elle sert plutôt de point d'appui pour ce qui suit. À mi-parcours de l'analyse, un élément a déplacé le centre de gravité du dossier. L'annulation n'était pas conçue comme un aboutissement isolé, mais comme un point d'appui pour réorganiser l'ensemble du cadre extractif. Cette lecture change la perspective. La rupture n'est plus seulement défensive, elle devient instrumentale. Le pivot apparaît lorsque l'examen s'étend au-delà d'un contrat précis, en cartographiant les zones minières, les capacités potentielles
et l'état environnemental. Les équipes ont constaté que plusieurs sites fonctionnaient en dessous de leurs estimations géologiques, tandis que d'autres opéraient sous des cadres obsolètes. Autrement dit, le problème ne se limitait pas à un opérateur, mais à un système hérité. C'est ici que la décision prend une portée différente. En posant une exigence de visibilité totale sur les volumes, les exportations et les circuits de revenus, l'État se dote d'un outil de négociation inédit. Ibrahim Traoré a ainsi déplacé le débat de la question « Faut-il maintenir un accord ?» vers « Quelles règles doivent s'appliquer à tous ?» Cette bascule explique pourquoi la mesure a été perçue comme un signal régional. À ce moment précis de l'analyse, un constat simple s'impose progressivement. En corrigeant un cas emblématique, le cadre général devient révisable. Et une fois ce principe posé, le retour au statu quo cesse d'être une option crédible. Les conséquences de la décision se lisent différemment selon les acteurs concernés et c'est cette diversité d'effets qui en révèle la portée réelle. Pour l'État d'abord, l'impact principal réside dans le rééquilibrage du rapport d'information. En exigeant une visibilité accrue sur les volumes extraits et les flux financiers, l'administration renforce sa capacité de planification budgétaire. La perte immédiate liée à l'interruption du contrat est compensée par une marge de manœuvre nouvelle, fondée sur des données plus fiables et sur la possibilité de redéfinir les termes futurs. Du côté des entreprises, l'effet est plus contrasté. Les opérateurs habitués à des cadres permissifs perçoivent de la décision comme un signal de durcissement. Elle introduit une incertitude à court terme, notamment pour ceux dont les modèles reposaient sur des clauses flexibles et peu contrôlées. À l'inverse, les acteurs orientés vers des partenariats de long terme y voient une clarification. Un environnement où les règles sont explicites, même exigeantes, réduit le risque d'arbitrage imprévu et favorise des investissements plus durables. Pour les citoyens, les retombées sont moins immédiates, mais potentiellement plus structurantes. La décision ne crée pas instantanément des infrastructures ou des emplois, mais elle modifie l'orientation des flux futurs. En réaffirmant que les ressources doivent alimenter les services publics et le développement local. Elle transforme une revendication diffuse en objectif mesurable. Ibrahim Traoré a ainsi relié un choix technique à une attente sociale largement partagée, celle de voir la richesse du sol se traduire en bénéfices tangible. À l'échelle régionale, l'effet dépasse le cadre national. D'autres États observent la séquence comme un test. Elle suggère qu'une révision des accords n'entraîne pas nécessairement un isolement, mais peut ouvrir un espace de coordination. Les échanges d'analyse et de pratiques entre pays voisins indiquent que le précédent crée une référence, même informelle, pour repenser des contrats longtemps considérés comme figés. Ces 4 niveaux montrent que la décision agit comme un révélateur. Elle met en lumière les attentes implicites, les dépendances silencieuses et les marges de correction possibles. Les effets ne sont ni uniformes ni instantanés, mais ils convergent vers un même point, la redéfinition des termes du jeu. En ce sens, la portée de l'acte ne se mesure pas seulement à ce qu'il interrompt, mais à ce qu'il rend envisageable pour l'avenir économique et institutionnel à moyen terme. La trajectoire ouverte par la décision peut être envisagée selon 3 scénarios distincts, chacun éclairant des choix différents plutôt que des certitudes. Le scénario de base repose sur une transition maîtrisée. Les autorités mettent en place des procédures de transparence renforcées, réexaminent les cadres existants et relancent des appels à partenariats plus clairs. Dans cette hypothèse, l'investissement ne disparaît pas, mais il devient plus sélectif. Les négociations prennent plus de temps, les clauses et termes sont plus détaillés et l'effet principal est une normalisation progressive des pratiques. Un scénario plus optimiste apparaît si cette clarification produit un effet d'entraînement. Des entreprises prêtes à accepter des règles explicites et vérifiables entrent en discussion, attirées par la stabilité de long terme plutôt que par des marges opaques. Les capacités administratives se renforcent par l'usage et les données collectées permettent d'orienter plus finement les politiques publiques. Dans ce cas, la décision initiale agit comme un catalyseur, accélérant un repositionnement vers des partenariats plus équilibrés. Ibrahim Traoré y voit la possibilité de transformer une rupture ponctuelle en cas
cadre durable. Le scénario dégradé, enfin, met en lumière les risques. Des pressions diplomatiques plus marquées peuvent ralentir certaines coopérations et l'incertitude à court terme peut peser sur des projets en attente. Si les réformes restent incomplètes ou mal coordonnées, la rupture pourrait être perçue comme un signal ambigu, ni totalement dissuasif, ni suffisamment structurant. Dans cette configuration, le coût de la transition augmenterait sans produire immédiatement les bénéfices attendus. Ces trois trajectoires ne sont pas exclusives, elles dessinent un éventail de possibles, conditionnés par la cohérence des actions qui suivent. La question clé n'est donc pas de prédire l'issue, mais de comprendre les leviers. Si les règles sont appliquées de manière constante, alors la clarté l'emporte sur l'incertitude. Si elles restent fluctuantes, le doute persiste. Penser en termes de scénario permet ainsi de déplacer le débat. Il ne s'agit plus de juger une décision isolée, mais d'évaluer la capacité à transformer une correction ponctuelle en stratégie lisible sur le temps. Au-delà des cadres institutionnels, cette décision résonne avec des expériences que beaucoup reconnaissent, même loin des cercles du pouvoir. Pour un entrepreneur local, elle renvoie à une question familière. Comment planifier quand les règles sont floues et que l'accès à l'information est asymétrique? Un environnement plus transparent n'élimine pas les risques, mais il réduit l'arbitraire, ce qui change la manière d'investir, d'embaucher et de se projeter. Pour les travailleurs et les communautés proches des sites d'extraction, l'enjeu est différent, mais tout aussi concret. La décision ne garantit pas immédiatement des emplois ou des infrastructures, mais elle redéfinit une attente légitime, savoir ce qui est produit, ce que cela rapporte et comment ces ressources sont censées bénéficier au territoire. Cette clarté minimale transforme une frustration diffuse en revendication structurée. Du point de vue des jeunes et des étudiants, le cas agit comme un signal symbolique. Il montre que des mécanismes longtemps perçus comme intouchables peuvent être questionnés à partir de données et d'audits plutôt que de slogans. Cette approche factuelle offre un modèle d'engagement différent, centré sur la compréhension des chiffres et des contrats et non uniquement sur la contestation. Enfin, pour le public international, l'épisode invite à revoir certaines grilles de lecture. Il rappelle que la prévisibilité ne se limite pas à la permanence des accords, mais inclut la cohérence entre les textes et leurs effets réels. À ce niveau, la décision sert de point de comparaison. Elle pose la question de savoir si la stabilité doit protéger des équilibres existants ou permettre leur correction lorsqu'ils deviennent manifestement déséquilibrés. Ces différents regards convergent vers une même idée. La portée d'une décision se mesure aussi à sa capacité à parler à des situations ordinaires, en reliant des choix techniques à des attentes compréhensibles par tous. La décision n'avait de sens que si elle s'inscrivait dans une séquence d'actions concrètes. C'est pourquoi une feuille de route a été définie autour de quelques étapes opérationnelles destinées à transformer une rupture en cadre durable. La première consiste à établir une visibilité complète sur l'extraction. Cela implique des mécanismes de suivi continu reliant volume produit, exportation et recettes déclarées afin que chaque donnée puisse être recoupée sans dépendre d'une seule source. La deuxième étape porte sur la révision des cadres contractuels existants. Il ne s'agit pas de repartir de zéro, mais de clarifier les clauses clés, obligations environnementales, engagement de réinvestissement local et modalités de partage des revenus. Chaque élément doit être formulé de manière mesurable pour limiter les interprétations extensives qui ont fragilisé les accords passés. Cette précision est conçue comme un outil de prévention plutôt que de sanction. La troisième étape concerne la redistribution territoriale. Une part identifiée des revenus futurs est destinée aux régions affectées par l'extraction selon des critères transparents. L'objectif est de relier directement l'activité minière à des bénéfices visibles, sans intermédiaires opaques. Cette logique répond à une attente exprimée de longue date par les communautés locales. Enfin, la mise en œuvre repose sur un principe simple, évaluer et ajuster. Des indicateurs limités mais réguliers permettent de mesurer l'efficacité du dispositif et d'en corriger les failles. Pour Ibrahim Traoré, cette approche graduelle vise à éviter les effets d'annonce. La crédibilité de la réforme dépend moins de sa portée initiale que de sa capacité à produire des résultats observables dans le temps. Ainsi structurée, la feuille de route transforme une décision ponctuelle en processus. Elle ne promet pas une solution immédiate, mais elle trace un chemin lisible fondé sur la cohérence
différence entre règles, données et responsabilités publiques. Le fil narratif revient là où les effets se font sentir en premier, dans ces zones minières évoquées plus tôt, où l'attente n'est pas idéologique mais concrète. Les routes inachevées, l'eau rare, les promesses écrites sans suite composent un décor familier. La décision prise n'a pas effacé ces réalités, mais elle a modifié la manière de les regarder. Elle a introduit l'idée que ces situations ne sont pas immuables, qu'elles résultent de choix révisables. Pour Ibrahim Traoré, ce retour au terrain n'est pas un simple symbole. Il rappelle que les chiffres et les audits n'ont de sens que s'ils se traduisent, à terme, par des changements perceptibles. La souveraineté, dans ce cadre, cesse d'être un mot abstrait. Elle devient la capacité de relier une ligne contractuelle à une école construite, une route entretenue, un service public renforcé. L'émotion tient précisément à cette jonction entre le technique et l'humain. Là où l'impuissance dominait, une possibilité s'ouvre, même fragile. La décision n'a pas promis un avenir idéal, mais elle a rompu avec une résignation installée. Elle a rappelé que les accords peuvent être relus, que les chiffres peuvent être confrontés et que la dignité économique n'est pas hors de portée. En avançant dans la réflexion, une idée se dessine progressivement, de manière sobre et sans emphase. Corriger une injustice constitue une première étape, mais le processus ne s'arrête pas là et appelle des prolongements. Au terme de ce parcours, l'enjeu dépasse un contrat et même un secteur. Il interroge la manière dont une société accepte ou non que des décisions techniques façonnent durablement son avenir collectif. La séquence observée montre qu'une correction fondée sur des audits et des données peut ouvrir un espace de discussion plus large sans se réduire à une opposition binaire entre ouverture et repli. Dans ce cadre, l'acte posé par Ibrahim Traoré fonctionne comme un point de départ, non comme une conclusion fermée. Reste alors une question de méthode plus que de posture. Comment transformer des principes de transparence en habitudes durables? Comment s'assurer que les règles énoncées survivent aux changements politiques et aux pressions externes? Et comment mesurer dans le temps si les ressources servent effectivement les priorités affichées? Cette réflexion n'appartient pas qu'aux décideurs, elle concerne les citoyens, les entreprises et les partenaires qui participent, chacun à leur niveau, à la définition de ce qui est jugé acceptable. Observer, questionner et comparer deviennent des gestes civiques ordinaires. À partir de là, une interrogation demeure ouverte. Quelles conditions rendent un partenariat réellement équitable et comment les reconnaître avant qu'il ne soit trop tard?